Bienvenue dans mon podcast What's Your Green Plan. L'objectif de ce podcast est de créer un espace de discussion autour de la durabilité en explorant comment les leaders d'opinion, entrepreneurs, freelance, solopreneurs et citoyens engagés comme vous perçoivent et intègrent la durabilité dans leur quotidien professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Éléonore Patry. Éléonore, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours? Salut Alexia, merci à toi. J'ai 47 ans. Travaillé depuis que j'ai l'âge de 22 ans. J'ai commencé dans le digital, le tout premier site web en HTML1 que j'ai fait chez L'Oréal pour Biotherm aux États-Unis, à New York. Et puis j'ai travaillé dans la grande conso, contact des marques, parcours client, et j'ai été directrice du digital dans le tourisme. Et puis ensuite, j'ai un parcours d'entrepreneuriat. J'ai créé une boîte de coffrets cadeaux que j'ai revendue à aquarelle.com en 2009. Et puis j'ai repris il y a quelques années une société qui était associée à des usines de bougies parfumées que j'ai revendue il y a 3 ans. Moment un peu coup de poing, un peu prise de conscience, peut-être crise de la 40-45e, et puis quête de sens. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Cette énergie, tout ce qui me reste à faire. Et j'ai vécu aussi à ce moment-là une histoire personnelle un peu dure avec une personne très proche de moi qui a mis fin à ses jours. Les 2 moments étaient complètement, connectés. Ça m'a donné un gros déclic maintenant je fais quelque chose qui a du sens. Justement, c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça que je t'ai invitée parce que quand tu m'as raconté ton histoire, j'ai été vraiment interpellée par juste ce changement qui s'est opéré dans ta vie. Alors, raconte-nous. Vrai changement, parce que ça touche à un registre professionnel, personnel, changer ma vision du monde, en fait. Et comme dit le film d'Emmanuel Caplin on utilise beaucoup dans nos métiers de transition écologique, une fois que tu sais. C'est un documentaire qui est très chouette et qui te met face à tes contradictions. Une fois que tu sais, l'état de la planète, comment tu fais pour continuer à travailler dans nos business, qui sont, de croissance, mais cette croissance-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment on y ajoute du sens? Comment on crée de la croissance durable? En fait, c'est tout l'enjeu de la croissance durable. Alors, Éléonore, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta définition de la durabilité? C'est quoi pour toi? Pour moi, la durabilité, c'est, de trouver un cadre qui garantit, aux humains et donc à travers l'entreprise principalement, un espace sûr et juste pour l'avenir de l'humanité. Donc, c'est vraiment ce que propose la théorie du donut, le cadre des limites planétaires. C'est une forme de donut qui propose un plafond environnemental et un plancher social dans lequel des limites extérieures et intérieures se dessinent avec une forme qui est celle du donut et au sein duquel on peut trouver un espace sûr et juste pour l'humanité et dans lequel on peut prospérer dans une économie qui soit durable. Ma quête, en fait, c'est de pouvoir montrer que toute entreprise a une place d'économie possible, une durabilité, dans le sens une croissance durable, dans le cadre de ces limites planétaires. Super. Est-ce que toi, tu as toujours été sensible à la durabilité ou c'est quand tu as eu ce fameux vraiment déclic? Heu, Comment ça s'est passé cette relation avec la durabilité? Pour moi, elle est plus venue par l'aspect social. J'ai toujours été assez engagée bénévolement. J'ai toujours eu une action bénévole à côté de ma vie professionnelle. J'ai travaillé dans différents assos. J'ai tenu un café du resto des Petits Frères des Pauvres. J'ai travaillé au resto du cœur. J'ai travaillé dans une école qui apprenait le français à langue étrangère. Donc j'ai toujours eu un contact avec l'économie sociale et solidaire, comme on dit aujourd'hui, à travers la vie associative. Et l'aspect plus écologique, il est venu plus tard. Il est vraiment venu après le confinement, en fait. OK, super. Aujourd'hui, pour moi, il a presque plus d'importance parce que c'est ce dont on est le plus loin, en fait. C'est de ce dont on a le moins conscience. L'aspect l'associatif, entre guillemets, la pauvreté ou l'entraide, elle est au quotidien, elle est proche de nous. Tu la vois dans la rue, tu la vois autour de toi, tu la ressens fortement. Et le lien à la planète et à la nature, en fait, elle est beaucoup plus lointaine de nous. Et c'est ça qui est plus soucieux, en fait, pour moi, c'est de me dire comment on peut montrer le lien si fort qu'on doit remettre entre la nature, le cadre dans lequel on évolue et l'entreprise.
Super. Et donc, ta vie professionnelle, comment aujourd'hui tu partages, la durabilité? Comment tu l'intègres? Tu nous as pas bien expliqué ce que tu faisais exactement aujourd'hui, parce que Éléonore, c'est une spécialiste, consultante RSE, multicarte quand même, il faut le dire. J'ai envie d'ajouter ce petit mot multipotentiel. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? C'est quoi d'être consultante RSE? Quelle impulsion tu peux donner aux entreprises? C'est quoi ta valeur ajoutée, en fait, justement dans cette transition, écologique? Pourquoi on fait appel à toi? Je fais en effet différents trucs, parce qu'en fait, ça touche à tellement de choses. Bah, d'abord parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Quand tu touches à ces sujets de durabilité, tu touches à la science, tu touches au biais cognitif, donc aux sciences sociales, tu touches aux sciences, dures, planète, c'est de tout l'aspect écologique, c'est vraiment les sciences naturelles du collège et du lycée et de la physique. Tu touches, à l'entreprise, à l'économie, donc c'est hyper passionnant. Alors, j'ai du mal à choisir. Moi, je fais pas mal de choses. Aujourd'hui, le plus clair de mon temps, je le passe à la Convention des entreprises pour le climat, 50% de mon temps, où on monte des parcours. Alors, je monte un parcours sur l'océan, dans le cadre de l'année de la mer en 2025. Et c'est un outil extraordinaire, la Convention des entreprises pour le climat, qui a été créé par Eric Duverger, qui était l'ancien directeur RSE de Michelin, et puis qui s'est dit à la suite de la Convention citoyenne pour le climat, il faut qu'on fasse la même chose pour l'entreprise, pour l'économie, parce que tout le monde se rejette la faute. Dans le fond, le citoyen, la politique et l'économie, mais qui s'occupe de l'entreprise et de ses acteurs économiques? Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on monte des parcours, on utilise le collectif. Et l'aspect collectif, c'est clé, parce qu'on est quand même dans des sujets qui sont compliqués, qui sont sur le très long terme et qui engagent une forme de courage important, parce que dire à des dirigeants, il va falloir changer la manière dont tu opères ton business. Si tu regardes l'horizon 2030-2035, tu te rends bien compte que dans une planète à plus 3 degrés, comme la trajectoire sur laquelle on est en France en tout cas, tout ton business, il va bouger. Le cycle de l'eau va être différent, l'accès à l'énergie, le coût de l'énergie, tes marges vont être différentes, les métaux, les minerais. Il y a un enjeu géopolitique important aussi, puisque la montée des eaux, c'est un horizon plus lointain, mais on voit bien que la ressource, elle est clé. Et donc, sur une planète dont le nombre d'habitants ne cesse de croître, comment on fait demain pour garder une compétitivité, malgré tout, parce que c'est hyper important. Et le collectif, c'est un outil majeur pour ça. Donc, je donne la moitié de mon temps pour monter ce parcours. À côté de ça, je fais pas mal de formations et de consultants. Je suis consultante en entreprise. Alors, j'utilise un peu des outils similaires. Mon objectif, moi, c'est toujours de donner envie. C'est vraiment comment on fait pour trouver les clés de la personne en face de moi pour qu'elle ait envie de me suivre. J'ai pas du tout l'idée de la convaincre. J'ai l'idée de lui donner envie, qu'elle change son regard sur le monde. Et si au passage, ça peut donner du sens à son boulot, que ça peut réembarquer ses collaborateurs, que ça peut retravailler sur la stratégie à 2030, que ça peut l'aider à connaître son parcours client, parce que finalement, c'est aussi des outils pour retravailler plein d'outils traditionnels de l'entreprise, c'est génial, quoi. L'idée, c'est de faire des ponts entre l'économie comme elle est aujourd'hui, traditionnelle, et tout ce qui est autour de l'impact. Ça, c'est des outils d'une comptabilité européenne qui sont adressés à des plus gros groupes, mais qui ont l'air un peu rébarbatifs, qui le sont, mais qui sont très utiles pour aller dans la transformation. J'en fais pas mal, des rapports de durabilité. Pour le faire, on fait des analyses de vulnérabilité pour des entreprises qui ont plutôt du foncier ou qui sont sur des littoraux. Donc là, il y a un aspect aussi assurantiel, de voir quels sont les risques et comment elles y font face dans l'enjeu d'adaptation aussi au changement climatique. Super. Tu parles de 2030, pourquoi tu parles de 2030? Parce que c'est assez, le changement, il est très rapide, il est très accélératif en ce moment. 2030, ça paraît loin et en fait, c'est aussi très court. Le cadre des accords de Paris, c'est 2050. Finalement, 2050, c'est hyper loin. C'est un peu trop éloigné. Puis aujourd'hui, le monde va si vite. Je veux dire, les dirigeants, ils ont besoin de s'adapter à tellement de contraintes qui leur arrivent que les emmener à 2050, ça me paraît pas très réaliste. Et ça donne pas très envie, je pense. Je partage, ce que tu viens de dire. J'avais une autre question, vu que tu es, proche des entreprises, que tu vois un petit peu ce qui se passe.
Pour toi, c'est quoi les 3 grands problèmes aujourd'hui qu'on peut rencontrer dans les entreprises par rapport à cette transition écologique? Un gros problème, c'est, la bande passante des personnes qui sont en capacité d'amener du changement dans l'entreprise. Donc c'est le COMEX ou proche du COMEX. Et évidemment, quand on arrive, avec un énième problème sur la table qu'on leur met en disant: «Regarde tes risques et opportunités à horizon, 2030», parce que 2025, c'est quand même dans 1 mois et demi, donc dans 5 ans. Je sais bien que, voilà, ils ont beaucoup de contraintes à gérer. Le contexte économique, il est complexe aujourd'hui, l'entend partout. Et d'abord, ils ont évidemment l'objectif de croître et de survivre parfois demain, de se transformer aussi. Il y a l'IA qui est un enjeu majeur sur lequel il faut qu'ils se forment. Puis d'où on arrive avec un autre sujet porté aussi par la CSRD euh, qui est rediscuté en ce moment, mais qui est un outil quand même très transformant. Alors, il a des aspects aussi un peu compliqués et un peu complexes. Il va être revu sans doute pour abaisser un peu cette complexité, mais c'est vrai que toutes ces normes, et en France, on a beaucoup de normes, et c'est vrai que les dirigeants, ils voient ça comme une contrainte, et c'est pas faux. Le deuxième point, c'est que c'est des sujets de change qui embarquent tous les collaborateurs. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner tous les collaborateurs dans une vision un peu différente, parce que ça touche à tous les métiers d'entreprise. C'est pas que les achats pour faire des achats durables, que du marketing pour faire du marketing ou de la com durable. Et ça embarque toutes les BU en général, et surtout tous les métiers de l'entreprise. La logistique est impactée, les achats sont impactés, toute la supply, le marketing est hyper impacté, et donc le commercial, le produit qu'on vend demain est aussi impacté. Et donc, c'est cette complexité et cette largeur de vue qui est difficile à vendre, enfin à accepter plutôt, parce qu'elle engage aussi une transformation de tous les métiers en même temps pour une entreprise. Donc, c'est le troisième point, c'est un peu la formation, et c'est aussi un sujet personnel, c'est-à-dire on a plus de facilité, nous, à parler ou à se faire entendre par des gens qui sont un petit peu convaincus à titre perso, qui ont ça parle pas du tout, et c'est sans aucun jugement de valeur, parce qu'il y a 3 ans, moi, j'étais dans cette situation, ou 4 ans, sur la partie plus écologique, donc je n'y mets aucun jugement de valeur, mais c'est vrai que ceux qui n'ont aucune sensibilité au sujet, enfin, c'est compliqué de les emmener dans un sujet qui est très engageant, en fait. Alors, est-ce que pour toi, déjà, le premier pas, c'est pas de former ses collaborateurs? Alors, de la formation, dans ce cadre-là, ça peut être la sensibilisation, des ateliers, des pratiques. Pour toi, c'est quoi? Parce que moi, j'y crois beaucoup à la formation, des collaborateurs pour l'engagement, et en fait, justement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas assez présent. Voire, je trouve que c'est presque inexistant, tu vois? Et c'est dommage parce que, pour moi, dans ce secteur-là, le changement, il peut que passer par ça. Donc toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Tu es sur le terrain? Alors, je partage totalement ton avis. Exactement ça, le nerf de la guerre, c'est former, sensibiliser et mettre en chemin. C'est-à-dire, la formation, pour moi, c'est quelque chose qui doit être du ressort de l'expérience, qui doit te donner envie, qui doit te transformer, dans le sens, en fait, la formation, ça doit, pour que ce soit mémorisé, il faut que ce soit vécu comme une expérience, qu'il y ait une émotion qui se dégage de cette formation. Donc, il existe plein d'outils de formation, d'ateliers, de fresques, etc., qui sont hyper efficaces pour faire la première étape. Moi, j'ai un peu la conviction que maintenant, on doit passer à l'étape suivante, et que ces formations doivent être plutôt transformantes, c'est-à-dire immédiatement utilisables. Si tu fais un atelier dans une boîte, il faut que chacun reparte avec une to-do, avec un livrable qui le met déjà en route vers une première transformation qui soit petite, simple, mais c'est un outil clé dans notre métier, c'est les petits pas. Fais un premier petit pas. Regarde, c'est pas compliqué. Et puis peut-être après, tu feras ton deuxième pas. Et puis peut-être tu auras vraiment envie. Et donc peut-être tu vas aller voir ton voisin à la cafette et tu vas lui dire, finalement, c'était pas si compliqué que ça. T'as vu, bah, qu'on peut le faire ensemble. Et c'est progressivement comme ça que ça va bouger. Mais ça prend du temps. Et former une équipe entière, et dans la durée un peu, pour pouvoir mettre en route quelque chose, ça prend du temps. Alors
Là, justement, on est dans un podcast pour sensibiliser, potentiellement donner des actions, que tu puisses intégrer. Tu parlais de la CSRD. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer très, très rapidement c'est quoi une fresque? Parce qu'il y a aussi, je pense, plein de gens Bien qui sûr. n'ont jamais eu la chance de participer à un atelier fresque et il y a plein de fresques différentes. Donc quand tu en connais une, après, tu te rends compte qu'en fait, tu as le monde des fresques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors la CSRD, c'est une nouvelle norme européenne qui impose à toutes les sociétés d'une certaine taille. Donc pour 2025, c'est en gros les boîtes du CAC 40 et des grosses ETI, on va dire, publier à côté de leur publication financière de fin d'année une comptabilité extra-financière dans laquelle ils vont publier leurs engagements, l'état de tout le travail qu'ils vont faire sur les enjeux de durabilité et de justement comment on va prévoir l'entreprise de demain, comment je prends en compte le climat, l'eau, la biodiversité, le carbone, parce qu'on parle, c'est vrai, beaucoup jusqu'à présent de carbone, on a des outils sur le carbone, et maintenant rentre avec la CSRD les autres sujets, puisque tout ça, en fait, c'est interconnecté. Et c'est ça qui est aussi un sujet clé dans nos métiers qu'on essaye de faire comprendre, c'est l'aspect systémique. C'est un mot un peu à la mode, systémique, mais ça veut dire interconnecté. Ça veut dire que si tu tires sur un fil, tu vas aller transformer tout le reste des autres sujets. Et donc, la CSRD, elle amène cette complexité qui est de regarder d'abord toi, quels sont tes IRO, c'est-à-dire ce sur quoi tu vas regarder tes impacts. On crée une matrice de matérialité qui montre, c'est le cœur de la CSRD, qui montre tes impacts et l'impact que l'environnement aura sur ton activité à horizon, disons, 2030. L'impact que toi, tu vas avoir sur l'environnement et l'impact que l'environnement risque d'avoir sur toi à horizon 2030. Tu publies ça. Donc, c'est complexe, ça demande d'être accompagné et c'est souvent un sujet aussi proche des DAF, mais c'est pas du tout on the side parce qu'aujourd'hui, tous les commissaires aux comptes sont formés à ça. Gros cabinets de conseil et d'audit sont tous formés à ça, donc c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler dans l'économie, et pourtant c'est un cheval qui galope et qui arrive grandissant. Puis les fresques, bah, c'est des ateliers qui durent en général 2-3 heures. La plus connue, c'est la fresque du climat, qui te permet, sous une forme un peu ludique et en groupe, de comprendre bah, la situation autour du climat. L'autre, peut-être, qui est plus connue ensuite, c'est la fresque de la biodiversité, qui t'explique un peu où est-ce qu'on en est par rapport à la biodiversité, pourquoi on en parle. Elle n'est pas forcément liée à l'entreprise. On peut la faire dans les écoles, à titre perso, en famille. Il existe des tonnes d'ateliers, effectivement, de fresques plus ou moins ludiques. Et puis, il y a celles sur la publicité, celles sur tous les métiers ont leurs fresques. Et ça permet de s'approprier des sujets. Super. Moi, tu vois, dans ma vie, de durabilité, dans mon chemin, en fait, j'ai trouvé plein d'opportunités. Est-ce que toi, tu peux en partager, bah, justement dans le monde de l'entreprise? Parce que tu vois, souvent on dit: «Ah oui, la durabilité, c'est cher, c'est contraignant, c'est compliqué, ça te restreint». Moi, au contraire, je trouve que c'est le monde des possibles. Moi, je sais pas, ça m'a rendue, plus puissante, plus riche, enfin plus plein de choses. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager un petit peu des opportunités justement, par rapport aux entreprises que tu peux voir en fait, dans ton travail? Pour moi, il y a la première opportunité, c'est quand même l'innovation. Je suis convaincue qu'on a besoin d'innover en permanence, que c'est un... Alors, on oppose souvent la fin du monde versus la fin du mois, et c'est pas faux, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de consommateurs, et pour plein de très bonnes raisons, qui regardent le prix avant tout, et souvent on nous oppose, bah, vous êtes gentil, mais votre truc, il coûte plus cher, personne ne va l'acheter. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le prendre, je crois. C'est de se dire, on va tester sur un test and learn, quoi. On va commencer par faire un petit proof of concept, comme on dit, sur un petit marché, sur verdir ton produit, mais sur une cible définie, puis on va regarder comment elle réagit et on va pouvoir l'élargir. On peut travailler sur des innovations un peu plus tard, on peut regarder, il y a plein de sources de créativité et d'innovation énormes. Le biomimétisme en est une, mais évidemment ça concerne des entreprises qui ont plutôt de la R&D, donc pas tout le monde, mais même dans le service. Il y a aussi un sujet hyper intéressant qui est autour de la symétrie des attentions. Je ne sais pas si tu connais un peu ce concept. C'est une théorie qui vise
à expliquer que pour qu'un client soit content, il faut que les collaborateurs soient contents et en tout cas soient formés. Tu le vois, par exemple, on en parle beaucoup pour le cas de Starbucks. Tu arrives chez Starbucks, tu as toujours un sourire, on met ton prénom sur ton gobelet, tu vas pas attendre très longtemps. Et donc, le collaborateur aurait été bien formé. Alors, je suis pas complètement convaincue que ce soit le cas encore aujourd'hui, mais cette expérience client, elle est intéressante. En fait, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, si on pouvait aussi former tous les collaborateurs, les monter en compétences sur c'est quoi la durabilité, c'est quoi l'économie écologique, c'est quoi mais c'est aussi prendre en compte ces risques. La deuxième raison pour faire ça, c'est que il faut connaître les risques qu'une boîte porte dans 5 ou 7 ans. On peut pas penser que l'eau sera toujours au même prix pour tout le monde dans 7 ans. En France, c'est pas spécifiquement, mais en tout cas dans le monde, c'est sûr. Et on peut pas non plus imaginer. On a déjà vu que on a un enjeu majeur sur on a eu un enjeu énorme, la géopolitique, avec la guerre en Ukraine, sur le coût de l'énergie. Les enjeux d'énergie à 10 ans, c'est la même chose. Je ne rentre pas dans le débat du pétrole et des ressources dont certains disent qu'elles seraient toujours très viables, mais finalement, quel est le coût d'extraire du pétrole dans 40 ans? Est-ce qu'on aura toujours des nappes pleines de pétrole dans 40 ans? Et puis, pour qui il sera le pétrole dans 40 ans? Donc, de toute façon, il faut inventer cette nouvelle société, il faut la créer, et plus on est en amont, plus on aura une place chouette là-dedans. La deuxième raison importante, c'est de former ses collaborateurs. On voit bien aujourd'hui la quête de sens des jeunes et des moins jeunes. Je ne crois pas du tout que ce soit un sujet pour les jeunes. Je pense que c'est une quête de sens que tout le monde traverse. Quand on entend aujourd'hui à titre personnel l'engagement écologique, je pense qu'il est énorme et qu'en fait, beaucoup de gens sont convaincus de ça, sauf qu'on ne sait pas trop comment le faire et comment s'y aller. Et l'entreprise, si elle propose ça à ses collaborateurs, pour moi, elle marque, enfin pas que pour moi d'ailleurs, elle marque un point énorme de sens et d'alignement. Il y a aussi une vraie idée de réaligner pour tes clients, pour tes collaborateurs et donc pour ton business. Et c'est un peu ça la symétrie des attentions. J'adore. Ça y est, je fais partie de la team la symétrie des attentions. Bien. Je vais appliquer ça partout. Non, mais ça me parle, en fait. Dans un sens, tu sais, à quel fois tu découvres des choses où c'est l'expression que tu connais pas, mais c'est quelque chose que tu as potentiellement déjà mis en place ou que tu as vécu au travail. Alors, si là, on arrive sur l'aspect un peu action, comment on intègre dans les entreprises, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des exemples ou une mini roadmap de, voilà, ben, Éléonore, moi, j'ai envie de me lancer dans un chemin. Moi, ça y est, je suis convaincue que c'est ce chemin qu'il faut prendre, sauf que je sais pas par où commencer parce que souvent, moi, ce que j'ai comme retour, c'est je sais pas par où commencer, je connais pas mon impact, c'est compliqué, je comprends rien. Donc c'est un petit peu le brouillard et justement, le fait de venir dans ce podcast avec ces différents secteurs d'activité, bah, ça donne des idées. Toi qui es vraiment spécialiste dans ce domaine et qui peut t'adapter à plein de secteurs, est-ce que tu as une petite, ouais, une mini roadmap à nous partager, quoi? Alors la première étape, en général, c'est de faire plutôt un bilan carbone. On va regarder en gros où tu en es dans tes émissions carbone parce que souvent, c'est surprenant, mais c'est pas ce que tu crois qui est le plus émetteur de carbone. Je te donne un exemple. Une entreprise cosmétique connue, beaucoup d'entreprises cosmétiques connues, l'enjeu majeur, on pourrait dire, bah, c'est les produits chimiques dans un shampoing. Finalement, le plus gros impact d'un shampoing, ça serait les produits chimiques ou l'emballage plastique. Et en fait, pas du tout. C'est l'eau de la douche pour le shampoing. Donc, c'est l'énergie qu'il faut pour chauffer l'eau et l'eau. Parce que dans un bilan carbone, on regarde toi, ton entreprise et puis tes consommateurs et tes fournisseurs. Le scope 1, 2, 3, tes collaborateurs, ton industrie, c'est-à-dire ce que toi tu produis, tes bureaux, tes fournisseurs, tes achats, tes usines, et puis ta distribution, ta logistique, et puis tes clients, comment ils utilisent le produit. Ça permet de voir déjà, de mettre le doigt sur, OK, ça met le doigt sur déjà ce qu'on fait bien. Et souvent, il y a plein de boîtes qui pensent qu'ils sont hyper aux fraises, alors que pas du tout. Ils font déjà souvent des trucs bien. Déjà, première étape, on met le doigt sur ce qui est bien fait. Et puis, on fait une analyse des écarts entre ce qui reste à faire et selon où on voudrait en être. L'étape 2, ça consisterait en parallèle à former quand même, comme on se disait là, on est toutes les deux convaincus, ça j'aime bien, c'est pas toujours le cas, de former tous les collaborateurs, mais progressivement et puis pas dans des formations forcément très descendantes. Ce qui fonctionne, c'est des
Formation où tu les rends autonomes très vite sur vas-y, approprie-toi ça. Tu peux verdir ton métier, puis tu vas voir, en fait, c'est hyper chouette parce que tu vas apprendre des trucs, parce que tu vas être innovant, parce que tu vas donner du sens à ce que tu fais. Et puis, on crée, en général, c'est important de créer un petit comité RSE ou voilà, dans chaque business unit ou dans chaque équipe, d'avoir une espèce de comité qui va, parce que comme ça touche à tous les secteurs, ce que je te disais, c'est important d'avoir quand même un maillage de toute l'entreprise avec des gens qui portent ça. On fait des fresques parfois, moi je fais plutôt des formations un peu plus sur mesure ou un peu outillantes immédiatement pour que les collaborateurs se l'approprient. Et puis ensuite, on va travailler en général à ce qu'on appelle la raison d'être, c'est-à-dire comment est-ce que, par rapport à ce que tu fais comme business aujourd'hui, ça serait quoi ta vision en une phrase, une petite baseline. Et on va essayer de définir la raison d'être. Alors la raison d'être, c'est pas du tout un truc perché, c'est dans le cadre de la loi Pacte de 2015 aussi, et encadré par les lois françaises qui permet d'être entreprise à mission. Mais pour être entreprise à mission, il faut d'abord définir ta raison d'être. C'est un super outil qui se fait sous forme d'ateliers itératifs pour arriver à c'est la stratégie à 2030 quand même. Donc c'est toujours intéressant. Et puis l'étape d'après, c'est une feuille de route où on va déployer, comme je te disais, dans chaque métier, qu'est-ce que ça veut dire pour les achats, qu'est-ce que ça veut dire pour le marketing, comment vous discutez ensemble, c'est quoi vos outils. Voilà, après c'est très 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 opérationnel. Le diable est dans les détails. Et puis, ouais, vraiment. C'est vraiment, c'est très pragmatique, c'est très opérant, quoi. On n'est pas dans des trucs fumeux compliqués. C'est complexe parce que ça touche à tout, mais c'est hyper pragmatique et concret. Est-ce que tu aurais un outil justement, que, tu conseilles, dans les entreprises à mettre en place, que pour toi c'est un petit peu, tu vois, la base, le truc qu'il faut avoir, dans toutes les entreprises, que toutes les entreprises devraient utiliser? J'aurais dit peut-être de commencer par, tout le monde devrait faire de la formation et de la sensibilisation. Ça, c'est clair. De monter des programmes de formation et de sensibilisation, soit sur mesure, soit d'utiliser les fresques qui existent. Mais le sur mesure, finalement, c'est pas si compliqué. Ou alors de se faire chaque mois le petit déj de la RSE, donc pour mélanger un cours, une idée d'innovation, un cours, un atelier, quelque chose qui permet à chacun de s'approprier ce sujet et de pouvoir le faire vivre dans son métier. Parce que si je te dis, pour un, c'est un bilan carbone, pour l'autre, ça va peut-être être un autre outil qui est une analyse de ton cycle de vie qui est un peu technique. Pour un autre, ça va être travailler sur sa raison d'être. Mais je crois que l'outil commun à tous, ça devrait être vraiment de faire une sensibilisation collective à tout le monde. C'est ce qu'il y a de plus Alors, transformant. je suis assez d'accord avec toi et tu vois, moi, par exemple, dans une des entreprises, dans laquelle je travaille, le onboarding, il est fait avec une fresque Bien. et en fait, ça met le ton tout de suite et aussi, on va dire qu'on recrute en fonction de, ton niveau de conscience aussi, hein. Mais vraiment, tu commences pas dans l'entreprise, si tu as pas fait la fresque donc ça aide énormément ensuite. Enfin, je veux dire, après, ta vie dans l'entreprise, c'est plus la même puisqu'on est vraiment alignés et on a pu partager, tu vois, des valeurs communes, et tous se dire, à quel point c'est important. On favorise beaucoup la formation. Dernièrement, j'ai une, collègue qui a fait un atelier où tu ressens la chaleur, a été, organisé par la ville de Paris, où en fait, on te met dans des conditions de chaleur extrême pour te rendre compte, en fait, où est-ce qu'on va, tu vois? Donc et c'est hyper important. C'est un test dans une pièce fermée où tu mets à 50 degrés pour que tu ressentes. Parce qu'on dit qu'en 2030, on aura des canicules à 50 degrés à Paris. Donc, c'est vraiment pas un truc. Moi, je vais te raconter juste un truc que je fais, ça va peut-être te faire marrer. J'organise des marches du temps profond. J'emmène des boîtes, hein. Marcher 20 étapes. Donc, c'est 2 heures et demie de marche où, en 20 étapes, je raconte toute l'histoire de la Terre. Donc, c'est pas moi qui l'ai créé, on est tout un collectif de gens qui faisons des marches du temps profond. Et en fait, en 20 étapes, on raconte l'histoire de la Terre depuis le Big Bang. Quand on arrive à la fin de la marche, donc on a marché 2 heures et demie, on a vécu tout ce que la Terre a pu vivre comme traversé comme crise, les glaciations, les époques glaciaires, les grandes extinctions de masse. Et puis on arrive et le blanc de ton ongle, en gros, c'est l'ère anthropocène ou la révolution industrielle de 1850. Et puis il reste plus que le blanc de ton ongle pour comprendre à quel point on a accéléré les émissions de gaz à effet de serre, mais pas que, depuis
depuis 1850 et donc sans culpabiliser personne, sans injonction de changer. Ça fait énormément prendre conscience de il faut que je me raccorde en fait à la terre, quoi. Il faut que je me raccorde à cet outil si bête qui me paraît si évident parce que je suis née là et que c'est toujours été mon environnement. Mais en fait, petit ver de terre, j'ai toujours cet exemple. S'il n'y a plus de vers de terre demain, nous, on peut plus bouffer, on peut plus boire parce qu'ils fertilisent les sols et ils permettent l'agriculture. Mais si nous, on disparaît, le ver de terre est une espèce en voie de distinction. Si nous, on disparaît, le ver de terre se portera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors maintenant, j'ai envie de te poser des questions, par rapport aux indicateurs. Donc moi, en grosse marketing durable, on est très KPI et justement les KPI de la durabilité qui peuvent s'adapter en fonction de ton secteur, de ton business model. Comment tu fais un petit peu pour mesurer ton impact? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Comment on mesure les impacts? Tu vois, si tu as des KPI de durabilité à partager, je sais que ça peut pas se caler sur tous les types d'entreprises, mais en tout cas, en partager pour donner des idées. Alors, le KPI le plus facile aujourd'hui à mesurer, c'est le carbone. C'est l'empreinte carbone. Alors, tous ces sujets, déjà, ils sont assez scientifiques et il faut que ça reste scientifique parce que c'est ça dont il s'agit. L'outil le plus facile aujourd'hui à mesurer, c'est ton empreinte carbone. Donc, si tu fais ton bilan carbone une première année, l'année suivante, bah, tu vas déjà voir comment peut-être 2 ans après, tu vas pouvoir évaluer à quel point tu as augmenté ou baissé tes empreintes, tes émissions carbone. Dans la matrice de matérialité qui est proposée dans le cadre de la CSRD dont je parlais tout à l'heure, de la triple comptabilité imposée par l'Union européenne, cette matrice de matérialité, c'est juste une matrice avec à quel point l'environnement est matériel sur toi ou quelques éléments de l'environnement et à quel point tu es matériel sur à quel point tu fais porter des risques en fait sur l'environnement. D'une année sur l'autre, on refait cette matrice et on voit ce qui évolue, comment tu le prends en compte. On n'a pas, au niveau de l'entreprise et de toutes les entreprises, dans ton secteur, c'est quand même pas mal sur mesure, c'est compliqué de te donner un indicateur pour tous, parce que c'est des choses qui sont quand même assez naissantes. Je suis pas scientifique moi, et donc je parle vraiment de mon point de vue. Si je te parle, moi, j'interviens beaucoup dans des boîtes qui sont B2C, qui sont plus marketing. Je travaille beaucoup avec des agences de com. On va regarder, par exemple, le pourcentage d'achat, qu'on diminue le plastique, qu'on diminue le carton, qu'on diminue les emballages, qu'on arrête la colle, qu'on trouve des solutions pour la PLV, qu'on travaille aussi combien de clients qui auraient mis en place une raison d'être. Donc, je les forme à accompagner leurs clients, trouver une raison d'être, à avoir des narratifs responsables, à essayer de modifier le regard qu'ils font porter sur le monde à travers leurs éléments de langage. Ça peut être le cas dans un jeu vidéo, dans un discours marketing, dans une marque. Aussi, on regarde aussi le risque de greenwashing, qui est hyper important et qui est très encadré par la loi pour le coup. Ça, c'est des éléments tangibles et matériels. Il y a pas mal le numérique, l'empreinte numérique aussi, c'est un outil important dans tous nos sujets d'IA, tu vois, tout le secteur tertiaire. Le numérique, on se dit, bon, c'est pas énorme. Et en fait, c'est énorme. On se rend pas compte de l'impact du numérique sur la quantité d'eau qu'il faut, l'empreinte foncière pour les serveurs. Aujourd'hui, je crois qu'aller sur ChatGPT consomme 10 fois plus en termes peut-être de carbone, mais je suis pas complètement sûre que l'indicateur soit le carbone, par rapport à aller sur Google, comme on le faisait jusqu'à il y a 3 mois. Quand tu poses une question dans ChatGPT, tu as une impact 10 fois plus lourde d'un point de vue carbone que dans Google. Ok. Bon, si on va tous une fois sur ChatGPT pour poser une question par semaine, donc c'est pas très grave, mais c'est pas du tout le sens de l'histoire. Finalement, on aura aussi on va pas lutter contre le sens de l'histoire, mais il faut qu'on ait conscience de ce qu'on fait. Ça passe pas toujours par des indicateurs, en fait. Prendre conscience et faire les choses en conscience, ça veut dire être mesuré. Ça veut pas dire renoncer, ça veut dire être mesuré et faire en conscience. Tu prêches une C'est pareil pour l'avion. On peut mesurer aussi les voyages en avion. C'est aussi bête que ça. Pourquoi on emmène toute l'équipe commerciale 4 jours à Marrakech pour célébrer un événement? Ça, c'est non. Ça, c'est plus possible. On ne fait plus ça. Ça, je suis pas d'accord. Donc là, on mesure, par exemple, combien d'événements, voilà, on va jusqu'à regarder. Moi, je vais jusqu'à regarder qu'est-ce que dans les traiteurs de vos événements, comment vous sourcez les produits. On n'aimait pas par exemple, le saumon ou le thon, tu sais, qui sont pas mal
controversé parce qu'il y a un enjeu de santé aussi qui est hyper important et donc de responsabilité de ce point de vue. On n'a pas encore parlé de S, de RSE social. Beaucoup. On a encore, du chemin et je pense que tu as un emploi du temps qui va être bien bouclé, les prochaines années. Par rapport justement à on se projette là, si on se projette, dans, 5 ans, 10 ans, comment tu vois, les choses évoluer, en matière de durabilité? Est-ce que tu penses que ce sera, vraiment intégré? Est-ce que ce sera l'ennemi? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu sens toi par rapport, à tout ça? C'est difficile comme question. C'est difficile parce que d'un point de vue géopolitique et international, on peut pas tout à fait dire qu'on aille dans ce sens, tu vois. On a quand même euh, globalement une vision internationale qui est pas tout à fait portée là-dessus. Mais à la fois, en France, on est quand même très bon. On n'est pas les meilleurs en Europe, contrairement à ce qu'on croit. Mais on est très bon. Globalement, je pense que tout le monde est à peu près convaincu sur le principe que on n'a pas, si je le prends à l'inverse, je te dirais, on n'a pas trop de climato-sceptiques en France. On en a, mais quand même, il y a le niveau de conscience, il est là en fait, il est vraiment là. Mais on a on a beaucoup de contraintes autres qui sont d'abord économiques et d'abord sociales en fait. Là, on touche au S de social directement. Donc, moi, la question, pour moi, c'est un vrai. En fait, pour moi, il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. Donc, on doit y arriver. On doit faire cette transition. On doit emmener toute l'économie vers un monde plus durable et donc vers cette transition écologique et sociale. Et puis, on doit aussi, et je suis convaincue de ça, être innovant. En France, on a toujours été très innovant. On est le pays des Lumières, on a toutes les ressources qu'il faut. On a des ingénieurs de ouf, de dingue. On a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est vrai que ça demande beaucoup de courage quand même. Ça demande du courage politique, ça demande d'être innovant, c'est renoncer parfois, c'est mettre les bouchées doubles sur des sujets sur lesquels t'as pas le temps. Il y a des vents contraires très forts. Honnêtement, il y a des vents contraires très forts. Quand on est sorti du confinement, tout le monde, je pense, pensait que voilà, on y était, on s'était pas mal raccordé à la nature et ça prouve bien qu'on en avait besoin. L'espace nous a été donné. Immédiatement, la nature a repris ses droits. Le silence est venu, les rythmes ont ralenti et donc on s'est réaccordé à ce dont on a besoin, mais c'est pas le sens de l'histoire. Et voilà, moi je suis quand même très optimiste. Peut-être je suis un peu naïve, mais je suis quand même très optimiste. Je pense qu'au fond, individuellement, chacun en a envie parce que ça engage aussi l'idée de ralentir, ça engage de donner du sens et de revenir quelque part à un rythme sain. Et puis nos enfants, quoi. Tu vois, on a quand même une vraie responsabilité vis-à-vis de nos enfants et cette accélération nous met en position de responsabilité. Moi, ce qui m'énerve, si je vais au fond de l'idée, c'est que aujourd'hui, d'un point de vue politique, ce sujet de l'écologie, il est porté par un parti politique principalement. Or, il devrait être et ça devrait même pas être un sujet, quoi. Ça devrait être pour tout le monde la même chose. Et ils n'ont pas la conviction aujourd'hui qu'on peut créer de la valeur durable, qu'on peut mélanger l'économie et la durabilité. Peut-être qu'il faudra changer d'indicateur, qui est par exemple le PIB, qui est assez extractiviste, mais c'est pas non plus aller dans des trucs de perchés qui font des câlins aux arbres. C'est vraiment trouver une voie d'innovation entre l'IA va nous être utile pour ça, l'économie et tenir le plancher social et le plafond environnemental. Alors, c'est génial ce que tu dis. Moi, j'ai envie de rebondir sur plein de choses. Déjà, tu as parlé de courage. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Pourquoi? Dernièrement, j'ai eu la fondatrice d'une plateforme dans l'art qui, justement, elle, a décidé dès le début de faire son business autour de la durabilité. Et elle me disait, enfin, tu sais, elle en parlait de manière hyper naturelle parce qu'elle, son why était déjà là. Enfin, c'était dans son ADN. Donc, en fait, elle t'en parle hyper naturellement. Mais je lui dis, mais tu sais que c'est hyper courageux ce que tu fais. Elle me dit, mais moi, j'ai même pas l'impression. Donc, oui, c'est vraiment courageux et tout le monde le fait pas encore. Donc, je dis bravo là-dessus. Après, par rapport, aussi, quand tu parlais un petit peu de ce qui se passe, que il faut, prendre des décisions et que finalement, en fait, c'est porté enfin, que l'écologie, elle est portée par un parti, que c'est pas normal, que le covid, ben, il nous a reconnectés. On est beaucoup aujourd'hui dans des mouvements slow.
le slow marketing, la slow food, le slow tourisme parce qu'en fait, peut-être qu'on allait un peu trop vite, tu vois? Mais beaucoup trop vite et qu'en fait, on n'arrive même plus à suivre ce rythme. Tu vois, ça me fait penser, aux réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, il faut que tu sois tout le temps partout. Alors qu'avant, ce qu'on aimait, c'était quand même un peu la rareté, la nouveauté. Maintenant, il faut y aller, surconsommer et je pense que peut-être que c'est plus adapté non plus, tu vois? Donc peut-être qu'il y aura, de manière un peu naturelle, un retour des choses. En tout cas, sur plein de domaines, tu le sens et il y a des gens qui portent des mouvements slow et je trouve ça très, très bien parce que je pense que même ceux qui vivent à 100 à l'heure, quand, ils voient, que ça peut ralentir, ils disent pas non. Au Moi, contraire, l'exclamation te dit quelque chose? exactement. Non, mais moi, je sais puis surtout, je C'est vrai sais ce que tu dis, c'est pour ça que ça engage aussi chacun individuellement, c'est-à-dire c'est aussi une vision du monde de d'accepter ou pas, en conscience quoi. Tu prends l'avion pour aller 4 jours à Marrakech, OK. Est-ce que c'est pas cool aussi d'aller découvrir tranquille en train, l'ouest de l'Europe, de prendre le temps d'un voyage en train? On voit même des influenceurs maintenant, qui se déconnectent pendant un mois. J'ai vu Luna Situation qui vient de faire ça, bon Inoxtag, avec son documentaire. On voit aussi que même ces jeunes-là, qui sont quand même hyper écoutés par la génération dont on pense, qui sont tout le temps dans un rythme de dingue, c'est vrai. Et on voit aussi l'état de la santé mentale. C'est quand même assez lié. On peut se dire, bah attends, écologie, santé mentale, ça n'a aucun sens. Mais le chemin de l'un à l'autre, s'il a du sens, quoi. C'est une question de l'évolution de la société et de déconnexion par rapport à nos alignements, de nos besoins. et j'ai une question à te poser puisque moi, en tout cas, j'ai été face à ça. Est-ce que, on t'accuse de faire du greenwashing, toi? On m'accuse, oui, on m'accuse, ouais, on m'a déjà bien sûr accusé de greenwashing. Mais ce qui est difficile, je pense, c'est moi j'ai eu un switch assez brutal en 2021 et du coup, ma vie d'avant, enfin ce que j'étais, j'ai pas changé moi personnellement. Mes valeurs n'ont pas changé, mais mes convictions et ma vision du monde ont littéralement changé. Et du coup, soit ça confronte des gens à qui je parle, donc je me trouve souvent dans des situations complexes de attends, n'importe quoi, toi tu as pris l'avion, de dire que tu prends. Moi je prends de moins en moins l'avion, enfin, le moins possible, voire bah, je l'ai pas pris depuis 1 an et demi, mais je m'en vante pas du tout. J'ai plaisir à faire autre chose et voilà, enfin c'est pas une contrainte, même si parfois tu te dis pour mes enfants et tout, ça serait cool qu'ils aient finalement c'est découvrir autre chose, mais ça confronte parfois aussi personnellement d'autres personnes de mon entourage qui se sentent jugées en fait, je crois, ou qui se sentent qui pensent que je vais arriver avec mes gros sabots et leur dire que les gars, il faut arrêter de consommer de la viande, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter les SUV. Oui, il faut ralentir, ça c'est sûr. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, c'est des scientifiques. C'est ouais, c'est pas du tout entendable par tout le monde et donc ça crée des conflits ou des discussions costauds. Tu m'étonnes. Mais moi, tu sais, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est vraiment pour moi, le plus important, c'est d'être sur un chemin de durabilité, en fait et surtout faire des choses. C'est pas de rester dans l'immobilisme et de dire, «Bah, c'est pas ma faute, c'est pas à moi». J'ai déjà, si tu es sur le chemin et que tu fais des actions dans la durabilité, donc tu intègres qu'il faut quand même changer des choses, mais waouh, c'est super. Après, on peut pas être parfait et je pense que dans toutes les entreprises que tu peux voir, tu les mets sur un chemin et puis ils vont avancer au fur et à mesure et opérer eux-mêmes une transition, une mutation. Mais tu peux pas du jour au lendemain tout arrêter, complètement changer ta vie. Après, c'est pareil, tu as encore le droit de prendre l'avion. Après, l'idée, c'est pas de le prendre 50 fois, n'importe comment, hyper chargé. Voilà, c'est comme tu disais, être plus raisonné. Là, en fait, on réfléchissait plus et même dans les stratégies marketing, c'est ça. Tu fais des envois en masse, alors qu'en fait, la base du marketing, c'est de cibler, d'avoir un discours, de connaître ton why. On a oublié tout ça. Tu vois? On a tout oublié. On est devenu amnésique pendant, 30-40 ans et puis là, maintenant, on a des souvenirs un petit peu plus constructifs qui reviennent, quoi. Mais je suis tellement heureuse de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Alors maintenant, qu'on a un petit peu, parlé de RSE, qu'on a donné des tips, des actions, des exemples d'ateliers.
Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment toi, tu arrives à équilibrer en fait, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, moi ce que j'appelle l'écologie intérieure, qui pour moi est un truc hyper important et qui va complètement avec la durabilité. Même, tu vois, les entrepreneurs ou les grands patrons, tous les salariés, on a besoin d'avoir un équilibre, on a besoin d'avoir un alignement. Comment toi tu fais? Parce que je sais que ben, tu es une femme aux multiples casquettes, que tu cours partout, tu es maman, tu es entrepreneur, tu es engagée. Parce que là, on a parlé un petit peu de ce que tu faisais, mais moi, je sais que tu en fais encore plus. Donc, comment tu fais pour tenir bon, pour arriver avec le sourire, pour être positive, pour engager les autres, tu vois, dans ce chemin-là? C'est quoi ton secret? C'est quoi tes habitudes? Je sais que chacun a sa petite recette. C'est quoi la tienne? Le premier truc, c'est que je kiffe vraiment ce que je fais. Je suis hyper heureuse dans ce que je fais. Donc tu vois, avant quand j'étais chef d'entreprise, j'ai pas 8 j'étais jusqu'à 15 collaborateurs, j'étais beaucoup plus en stress qu'aujourd'hui, alors que je travaille beaucoup plus qu'à l'époque, en temps, en heures, parce que je fais beaucoup de choses en effet, diverses. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert, c'est que si vraiment tu es bien là où tu es, tu as beaucoup plus d'énergie. Parce que je sais pas, ça crée de l'endorphine peut-être quoi, mais tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais effectivement, le rythme fait que j'ai besoin de me ressourcer par moment. Donc j'ai une activité moi dans l'ESS, c'est effectivement je travaille bénévolement dans un fonds de dotation où on rencontre des projets. Alors là, c'est la merveille, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui changent le monde par des associations avec une énergie de dingue. Et chaque fois que je suis en contact avec eux, ça me ressource d'énergie, des gens qui ont fait des parcours souvent exactement comme les nôtres, mais qui vont mettre tout ce qu'ils savent faire bien au service du bien commun. Et donc ça, c'est hyper chouette. Après moi, ma recette très personnelle, c'est que je passe du temps avec mes enfants, ça me ressource. On rigole, on écoute de la musique et quand je suis chez moi, je suis complètement KO le soir. Je me couche hyper tôt et je me ressource complètement en mode j'arrête tout, je coupe le téléphone. Je prends, je pense, 3-4 fois par semaine, 1 heure et demie de rien, de zapper sur la télé, lire, c'est-à-dire rien, rien. Et en fait, ça me ressource. Alors, c'est vraiment hyper perso, mais ça me ressource. Après, je fais aussi beaucoup de danse classique. Ça fait du bien, ça vide le cerveau. Écoute, on va s'en inspirer. Est-ce que tu as envie de nous partager, je sais pas, des ressources, des choses que tu as pu lire dernièrement, des podcasts ou en tout cas des ressources qui t'ont fait du bien? Heu, c'est à toi. Ouais, alors, moi, je lis, pas mal de choses c'est plutôt dans l'écologie que je vais partager mes trucs. Olivier Amand, qui est, un scientifique extraordinaire qui parle, de la sobriété justement dans tous les domaines et qui fait le lien du coup entre tous les sujets qu'on a abordés. La sobriété, il est absolument génial, Olivier Amand, Amant. Il y a un podcast qui est très chouette pour rentrer dans ces sujets, qui est le LSD, Bienvenue en Anthropocène. Il y a 4 épisodes, mais les 2 premiers, pour comprendre en fait où on en est, l'interconnexion, c'est hyper bien fait. C'est un assez vieux podcast de la série LSD, mais qui est vachement bien. Et puis, je trouve que moi, dans l'écologie, il y a un truc quand même de vision du monde, d'accorder, de faire rêver, et que les philosophes le font vraiment bien. La Tour et Vinciane Després, elle est merveilleuse. Vinciane Després, elle est belge, et elle a écrit un livre, je crois, qui est Habiter en oiseau. C'est merveilleux. Beh, je suis belge de cœur, alors, merci d'avoir cité une autre. C'est une femme, et du coup, il y a beaucoup d'hommes philosophes qu'on connaît, mais finalement, avoir une femme, c'est pas mal. Vinciane Després. Super, merci pour ton partage. Alors maintenant, on va arriver à notre question signature qui est: «Éléonore, what's your green plan?» Alors c'est quoi ton plan de croissance durable pour les 10 prochaines années? Qu'est-ce que tu vas intégrer? Qu'est-ce que tu vas faire pour te porter toutes tes valeurs, pour emmener tout le monde? Ah, je vais continuer sur cette voie-là, j'ai pas d'autre solution. Si demain il y a plus d'écologie sur terre, je sais pas ce que je fais de ma vie. Pour moi, vraiment créer des collectifs, embarquer, donner envie, porter du quelque chose d'hyper enthousiasmant autour de ces sujets, c'est ma raison d'être, quoi. Et je crois que c'est le seul chemin possible pour embarquer des groupes, des familles, des collectifs, des réseaux de quartiers,
territoire, c'est un sujet très de territoire, ou des entreprises et des organisations. Et comment on dessine ensemble une nouvelle vision du monde qui donne du sens et qui donne envie. C'est très beau ce que tu dis parce que, bah, je crois que moi, ma plus grande fierté, c'est de voir ma fille devenir une mini écolo. Bah, oui, parce qu'en fait, les enfants, ils copient. Donc c'est hyper fort et je pense qu'on fait aussi ça pour eux. Alors Éléonore, comment on fait pour te contacter, pour te suivre aujourd'hui? Si, on veut, bah, suivre un peu tes actualités, potentiellement, utiliser tes services aussi. LinkedIn, Éléonore Patry, c'est sans doute le meilleur outil. Parfait, direct, on t'envoie un petit DM, on connecte avec toi et puis j'espère que tu partageras avec nous un peu des tips sur LinkedIn pour justement, bah, continuer à aider les entreprises à intégrer plus de durabilité, bah, pour le bien commun, quoi. Donc, merci Léonore, moi j'ai passé un super moment. C'est, ben, des sujets qui me portent, que je vis, au jour le jour, que j'intègre dans le travail et c'est vraiment mon rôle. C'était génial de partager ce moment avec toi. Je sais que nos chemins vont continuer ensemble et donc ça c'est une super nouvelle pour la fin d'année. À très, très vite pour Merci d'autres projets. beaucoup Alexia. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Merci à toi.